Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue à cette édition 2014 de Montréal Passion Vin. Je dis depuis ce matin, depuis hier, depuis quelques jours que je me sens, Martin Gauthier, vous parlez de l'Halloween, moi je me sens comme une petite fille à la veille de Noël. Un bonheur d'être ici à chaque année avec vous tous. Merci encore à Fidelity Investments, notre partenaire donateur, pour cette dégustation. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir M. Frédéric Panayotis, chef de cave de la Maison Ruinart. Bonjour. Alors, quelle plus belle façon de démarrer la journée? Avec du champagne, le vin de déjeuner par excellence, si je peux me permettre. Ah, c'est pas ma première coupe de la journée, il faut que je vous avoue ça. Oui, je ne sais pas, M. Chapoutier tout à l'heure qui disait c'est l'heure de l'apéro. Je pense que Martin a répliqué oui, c'est l'heure de l'apéro en France. Comment ça en France? C'est l'heure de l'apéro ici. Alors, la Maison Ruinart, évidemment connue à travers le monde comme la plus ancienne. C'est vrai. Maison Alors, de en fait, champagne. peut-être que tout le monde ne connaît pas l'histoire de la Champagne et en particulier pourquoi on peut dire que Ruinart est la première maison de Champagne. Ce que vous savez sans doute pas, c'est que jusqu'en mai 1728, la Champagne n'a pas le droit de mettre ses vins en bouteille. C'est refusé par le roi en fait. Et il faut attendre un décret daté du 28 mai, je crois, 1728, pour nous autoriser à faire cet embouteillage. Et donc on peut évidemment imaginer que jusque-là, il était impossible de vendre du champagne, puisqu'on avait le droit d'avoir les vins qu'en barrique. Et en barrique, les vins effervescents, ça ne marche pas tout à fait très bien. Et donc, on a été la première maison, le 1er septembre 1729, à démarrer officiellement, avec le droit vraiment de le faire, un commerce de vin de champagne. Les Ruinart étaient des drapiers, c'était l'industrie principale de la Champagne à l'époque. Ils ont hérité de vignes. Et tout vient en fait d'un homme visionnaire qui faisait partie de la famille, qui était un moine, qui s'appelait Don Thierry Ruinart, qui avait donc eu accès au statut de don, dominus en latin, qui veut dire qu'il était maître en quelque chose. Alors, ce n'était pas un maître vinificateur du tout, c'était un historien, c'était un écrivain, un théologiste, un philosophe, et donc avec cette grande érudition qu'il caractérisait, on l'a appelé Don. Alors, il y a eu un autre Don qui a marqué un peu aussi l'histoire de la Champagne, qui s'appelait Don Pérignon. Ils se sont connus, pas très longtemps en fait, mais ils se sont connus quelques mois à l'abbaye d'Auvillers. Et en tout cas, donc, Don Thierry Ruinart, lui, n'a pas du tout travaillé sur le vin, mais il a su venir voir l'intérêt du champagne. Il a vu que à la cour de France, bien avant que le champagne soit légalisé, on va dire, il y avait déjà un intérêt pour les vins effervescents. Alors, je précise, le champagne n'était pas légal jusqu'en 1728, mais vous connaissez les Français. Vous leur dites de ne pas faire un truc et ils le font. Et donc, il y avait déjà du vin effervescent qui circulait sous le manteau, on va dire, donc qui était amené clandestinement à Paris, en fait, à la cour du roi, à Versailles même. Et il y a déjà eu un premier intérêt pour le champagne. La première représentation historique du champagne, je ne sais pas si vous savez, elle se trouve, on la voit sur un tableau qui est exposé à Chantilly. C'est un tableau qui s'appelle Le Déjeuner d'huîtres, qui a été peint par le peintre Jean-François de Troyes en 1735. Et on voit clairement une bouteille dont la forme est d'ailleurs très très proche de la forme des bouteilles de Ruinart, qui est une bouteille qui date de la fin du XVIIIe siècle. Et on voit un bouchon qui saute à 2 mètres de haut et deux personnages du tableau qui regardent ce bouchon sauter. Et c'est la première fois qu'on voit vraiment le champagne en tant que tel symbolisé au vu de tout le monde, quoi. Donc, vous étiez les premiers à mettre en bouteille le champagne, le vin effervescent. De manière légale, oui, on a été les premiers à le commercialiser. La deuxième année, donc en 1730, on en a donné, puisqu'on ne les vendait pas à l'époque. A priori, si on regarde les archives de la maison, on voit qu'on les donnait comme cadeau aux gens qui achetaient des draps, ou des tissus. On en a donné donc 170. Et en 1735, on arrête, la famille Ruinart arrête la commercialisation de ces tissus et se consacre entièrement à l'élaboration du champagne. Bon, entre nous soit dit, je pense qu'entre faire des tissus et faire du champagne, la deuxième option est plus fun et plus sympa. Et si on fait un saut 250 ans, 300 ans en avant, aujourd'hui, Ruinart, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise la maison? Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit texte, et puis je sais qu'il y a des diapositives qui vont défiler sur la maison.
Aujourd'hui, Ruinart, en fait, on a l'histoire la plus ancienne et aussi une des histoires la plus récentes. Il faut savoir que la maison a failli presque disparaître entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On a été très touchés par les deux guerres. La première fois, on a été rasé complètement. Le président de la maison, enfin l'homme de Ruinart qui dirigeait la maison, a dû se réfugier dans les caves. Il en est mort. Hein. Il est mort de maladie après 4 ans passés dans les caves. Ensuite, la maison n'a pas été toujours très très bien gérée. C'était aussi la Grande Dépression en 1929. Il y a eu la prohibition aux États-Unis et au Canada qui nous a pas aidés non plus. Et puis la Deuxième Guerre mondiale, nos vins ont été saisis par l'occupant. Et donc en 1946, à la sortie de la guerre, il reste 10 000 bouteilles en cave. Je vais peut-être presque en boire plus en 3 jours avec Montréal Passion Vin. 2 clients en France et le gendre Ruinart donc monsieur Bertrand Mur qui reprend la maison démarre à 0 en fait. Il faut vraiment s'imaginer qu'il a recommencé avec rien du tout, avec pas de stock, pas d'argent, 17 hectares de vignes quand même, ça c'était un bel atout, mais pas si grand que ça. Et il a reconstruit le marché évidemment en regardant autour de lui, donc la marque s'est reconstruite sur le marché français. Donc aujourd'hui, après 60 et quelques années, à bientôt 70 ans, la marque est encore très très présente en France, pas mal en Europe, et finalement assez peu dans les marchés lointains. Alors même si le Québec est proche de cœur, et ça reste loin de la France, et du coup, c'est vrai qu'on a été peut-être un petit peu absent de certains marchés. La bonne nouvelle, c'est que j'ai cru comprendre que nos amis de la SAQ avaient recommandé un petit peu de R de Ruinart, là, et donc il y en aura dans les magasins. Donc ça on est vraiment ravis, et je les en remercie. Mais donc Ruinart, aujourd'hui, c'est une marque assez franco-française. Si vous allez en France, franchement, vous verrez du Ruinart sur beaucoup de tables. Et le virage qu'on a pris après la Deuxième Guerre, et là ça va vous intéresser sur le plan œnologique, c'est que la personne qui a repris la maison, monsieur Bertrand Mur, il était un peu comme moi. Moi je suis né en Champagne, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai des grands-parents vignerons. J'ai bu du champagne, j'ai eu le droit de boire du champagne depuis l'âge de 2 ans, un petit peu, hein, avec modération. J'en bois presque tous les jours. Et pour moi, le champagne, c'est le vin qui est parfait à 9h du matin, jusqu'à 9h le lendemain matin. C'est-à-dire alors, ce que je dis, c'est pas innocent, hein, parce que vous allez voir, sur le goût, c'est important. Et que tous les champagnes qu'on va déguster ce matin ne sont pas forcément comme ça. Mais pour tout ce qui est non millésimé, je trouve que le champagne doit être un vin avec une certaine accessibilité. C'est-à-dire qu'un vin c'est un champagne doit vous donner plaisir, doit vous donner envie de le boire, un peu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc il faut que sur l'aromatique, on soit sur quelque chose, sur un joli fruit, avec beaucoup de pureté. Il faut que ça reste sophistiqué. Et il faut surtout qu'en bouche, on ait une effervescence qui soit très crémeuse, qui soit très bien liée avec le vin. Et ça, pour ça, ça se travaille. Ça se travaille avec des temps de cave, ça se travaille à l'assemblage, en allant chercher un peu de gras, un peu de fondu naturellement, ce qui va permettre, avec le vieillissement qui va bien, d'incorporer l'effervescence et d'avoir quelque chose qui soit en fait sophistiqué, raffiné, mais très accessible. Le virage qu'a donc pris la maison après la Deuxième Guerre mondiale, c'est celui du chardonnay. Et ça, c'est important. Il faut comprendre qu'à l'époque, le chardonnay représentait un peu moins de 20% des vignes. Aujourd'hui, le chardonnay, c'est 30%. Donc ça, sur l'ensemble de la Champagne. Et le chardonnay, parmi les 3 grands cépages champenois, c'est celui qui amène plutôt la finesse, l'élégance, ce qu'on appelle la minéralité. Enfin, en tout cas, ce côté un peu pierreux, un peu crayeux qui peut être très, très séduisant. Et puis, on parle souvent de fraîcheur sur le chardonnay. Alors nous, c'est un élément qu'on aime bien, la fraîcheur. Et ce qu'on va particulièrement chercher dans le chardonnay, c'est ce qu'on aime bien appeler la fraîcheur aromatique. C'est pas seulement cette fraîcheur en bouche, c'est pas seulement l'acidité, on va dire, mais c'est aussi cette jeunesse aromatique que le chardonnay peut présenter avec ses arômes de miel frais, de fleurs blanches, ses arômes d'agrumes, de fruits blancs, et qui vont amener un côté très franc, très pur, très, très éclatant à nos champagnes. On le verra. On va le voir dans le R, évidemment, dans le premier vin qui est servi, mais dans le blanc de blanc, je pense que ça sera encore plus marquant, j'ai envie de dire. On commence d'ailleurs justement avec le premier vin servi, donc le R de Ruinart. Vous parlez beaucoup du chardonnay comme un peu un focus de la maison, vous cherchez. Et quand vous parlez de la pureté, de la luminosité justement du chardonnay, est-ce que vous servez de futaille où il y a 0 bouche chez Ruinart? Ça, merci Véronique, parce que c'est un très bon point. Quand on veut préserver la fraîcheur aromatique d'un cépage, et c'est pas forcément vrai, c'est pas que vrai en Champagne, mais ça l'est peut-être encore plus en Champagne qu'ailleurs, il faut travailler de la manière, j'ai envie de dire, la plus neutre ou la plus vis-à-vis du cépage. Et le bois, en ce qui nous concerne, amènerait des odeurs, soit boisées, si on utilise
des fûts ou des foudres assez neufs. Soit, ce qui est plus souvent en Champagne, des fûts ou des foudres assez vieux, un côté un peu oxydatif, qui peut être très très bon. Hein. Là, je parle pas de qualité, je vais parler de style. Ça serait à l'opposé de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que nous, quand on veut préserver cette fraîcheur aromatique, il faut qu'on travaille en inox, en tout cas dans un contenant neutre, et plus encore que ça, plutôt à l'abri de l'oxygène. Donc on va plutôt travailler chez Ruinart dans un mode qu'on va dire légèrement réducteur par rapport à légèrement oxydatif. Je peux faire un parallèle avec une autre maison qui est dans le groupe LVMH dont on fait partie, qui est Krug, où je pourrais parler de Bollinger. En termes de goût, en termes de style, on est presque à l'opposé de ces deux maisons-là. Qualitativement, j'ai envie de dire, j'espère qu'on est aussi bien, vous me le direz après la dégustation peut-être, ou pas. Mais c'est vraiment un peu le spectre, ou en tout cas l'étendue de style qu'on peut avoir en Champagne. Donc nous, on est sur des chardonnays plutôt à l'abri de l'oxygène, où on va vraiment garder cette pureté aromatique. Et à l'inverse, on a des champagnes qui vont être plus vineux, plus masculins peut-être qu'on pourrait dire. Je ne sais pas si les notes sont féminins, mais ça irait dans cette direction-là, avec ce côté légèrement oxydatif. Et on peut très bien aimer les deux styles, hein, moi je dis souvent. Et il y a des amateurs de Ruinart, j'espère qu'il y en a déjà dans la salle et puis qu'il y en aura encore plus à la fin. Il y a aussi des amateurs de Krug ou de Bollinger. Il y en a qui aiment bien les deux, moi j'en fais partie, ça dépend des moments. Et après, s'il y en a qui aiment ni l'un ni l'autre, je pense qu'ils n'ont rien à faire ici. Voilà. Mais la variété, Dieu merci, justement. Bah oui, heureusement qu'on a cette variété. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait si on buvait toujours la même chose, hein? Ça fait partie de la beauté du vin. Alors, autre élément, vous savez qu'en Champagne, on fait plusieurs types de vins, mais il y a quand même deux grandes catégories. On va dire qu'il y a les champagnes non millésimés et les champagnes millésimés. Donc, non millésimés, ça veut dire qu'on va assembler plusieurs vendanges entre elles, surtout pour une question de consistance ou de régularité de style et de goût. Et c'est évidemment le plus gros travail de l'équipe dans toutes les maisons de champagne. Nous, chez Ruinart, on est 5 œnologues à déguster, en tout cas 5 membres de comité de dégustation. Et vraiment, notre travail principal, c'est pas de faire du millésime. Ça, c'est quand on se fait plaisir et quand l'année le veut bien. C'est ça notre cheval de bataille. Là, ce que vous dégustez, c'est presque le plus gros travail. Alors, ça représente combien de la production? Ça représente 55% de ce qu'on fait à peu près, entre 50 et 55%. Les millésimes, c'est même pas 5% d'une année. Donc c'est vraiment tout petit, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est là où il faut qu'on se batte. Enfin, qu'on se batte, c'est un grand mot, mais c'est là où on passe beaucoup de temps. Hein. Depuis quelques jours, on a commencé les dégustations d'assemblage. Et tous les jours, tous les matins, quasiment, enfin pas ce matin a priori, on déguste entre 20 et 30 vins. Et on les examine. Pour l'instant, on fait un premier tri, on va dire. Et après, on va les reprendre un par un et les examiner à fond. Et voir comment on va les assembler, comment on va les mettre entre eux, les différents crus, différents cépages. Les 3 années, parce que généralement chez Ruinart, on assemble 3 années. Et là, ce que vous avez, c'est le vin qui est basé sur la récolte 2011, qui n'était pas une récolte facile d'ailleurs en Champagne. Mais j'espère que ça ne se sent pas. Avec des vins de réserve de l'année 2010 et 2009. Donc les vins de réserve, c'est vraiment des vins qu'on a gardés en cuve des années précédentes, qui nous permettent d'avoir cette régularité de style et de goût. Est-ce que le choix, ou est-ce que c'est typique de la maison de travailler qu'avec des vins de réserve plus jeunes? Assez jeunes, oui. Ça fait partie du côté garder la fraîcheur? Exactement. J'ai travaillé dans une autre vie chez Veuve Clicquot je peux le dire, pendant 12 ans et demi. Et là, au contraire, on utilisait des vins de réserve qui avaient parfois 10 ans ou 12 ans, donc qui amenaient des notes de maturité très prononcées, qui étaient le style recherché de la maison. Il a fallu, quand je suis rentré chez Ruinart en 2007, il a fallu que je désapprenne, ça n'a pas été très dur, j'ai envie de dire, désapprenne un peu ça, et que je me fasse au style de la maison. Alors j'ai passé un peu de temps avec le chef de cave précédent, évidemment, pour bien assimiler le style, et puis déguster tous les jours. C'est comme ça il n'y a pas mieux, quoi. Donc l'accent sur le chardonnay, pas de futaille, peu de vin de réserve, tout ça, c'est dans le souci. C'est pas peu de vin de réserve, puisqu'on en utilise autour de 30%. Des vins de réserve qui sont jeunes. Ouais, c'est ça. Donc pour préserver le côté pureté, fraîcheur. Alors on est sur quoi comme assemblage ici? Donc là, on est sur un assemblage où il y a 51% de pinot noir, 9% de meunier qui est l'autre, donc cépage noir de la Champagne, et 40% de chardonnay. On essaye de maintenir les 40% de chardonnay afin d'amener cette fraîcheur, cet éclat, y compris au air de Ruinart. Une chose que... Quand je suis arrivé, vous savez, quand un chef de cave arrive dans une maison de champagne, il n'est surtout pas là pour marquer de son empreinte. Il est là essentiellement pour continuer, perpétrer le style de la maison. Et la preuve en est, c'est que
c'est qu'en fait, on oublie souvent le nom des chefs de cave. Voilà. Donc on fait que passer et transmettre le témoin, en fait. Il y avait déjà une tendance à baisser les dosages. Vous savez que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les sommeliers ou les journalistes, de parler du dosage. Et c'est vrai qu'il y avait déjà cette tendance à baisser. Et moi, j'ai continué cette tendance jusqu'à un certain point. Je ne suis pas un fanat des vins très peu dosés parce que à 9 h du matin, ils sont moins faciles à boire que ceux qui ont un équilibre un peu plus juste, on va dire. En tout cas, qui nous convient mieux. On est sur des dosages chez Ruinart, sur les non millésimés, à un peu moins de 9 grammes par litre. Le meilleur compliment qu'on puisse faire au dosage dans un champagne, c'est quand on n'en parle pas. En fait, c'est quand il est parfaitement intégré ou qu'il est ni en excès, ni en manque, et qu'il soit juste là où il doit être, quoi. On pourra en parler tout à l'heure aussi, Ouais. mais ça joue peut-être un rôle dans le vieillissement aussi, Exactement. le dosage. On en reparlera sur les millésimes, parce que là, millésimés. c'est vraiment un point important. Donc, le R de Ruinart. Le deuxième qu'on vous a déjà servi, donc le blanc de blanc. Donc là, évidemment, comme le nom le dit, on est sur un 100% chardonnay. Alors, le blanc de blanc, c'est le vin le plus récent de la gamme. On n'a pas les bouteilles. C'est celui qui est dans la bouteille transparente. Évidemment, c'est un 100% chardonnay. Quoique blanc de blanc en Champagne, théoriquement, on pourrait se permettre d'utiliser D'autres cépages blancs. les 4 autres cépages parfaitement inconnus que peu de gens sauraient, à mon avis, nommer dans cette salle, à part Gwenaël ici, qui les connaît bien. Mais il y en a qui les connaissent. Hein. Vous connaissez les 7 cépages de la Champagne ? Bah, Véronique, non, mais alors, je pose même pas la question, parce que en tant que deuxième au concours des meilleurs sommeliers, c'est la question de base, ça. Est-ce que vous connaissez les 7 cépages de la Champagne ? Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui les connaît ? M. Panayotis a nommé les 3 principaux, hein, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Alors, juste une correction, on ne dit plus Pinot Meunier depuis décembre dernier. Le CIVC a banni le mot Pinot sur Meunier. Alors, c'est un Pinot, mais pour plus de clarification, je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est ce qui était recherché. Maintenant, Meunier ? Officiellement, c'est Meunier. Ouais. C'est vrai? Ah, ça, je ne savais pas. Voilà. On en apprend tous les jours, c'est ça C'est de la qui est sémantique, génial. mais voilà. Pourquoi? C'est la Bourgogne qui s'oppose, en tout cas, bref. Alors, donc, quels sont les 4 autres cépages de la Champagne qui sont des cépages blancs? L'autre Pinot? Il y a donc 2 autres Pinots, hein, le Pinot blanc et le Pinot gris. Le Pinot gris, il faut le chercher pour le trouver. Et puis après, il y a 2 anciens cépages qui avaient quasiment disparu avec le phylloxéra, qui refont petit à petit leur apparition. Enfin, il faut savoir que les 4 combinés, ça représente quand même 0,3% de la Champagne. Donc, on parle des moutons à 5 pattes, noirs en plus. Et ce sont le petit mélier et l'arbane. Voilà. Donc, l'arbane, c'est pas mal comme cépage. Le petit mélier, je vous le déconseille. Je crois que c'est le pire vin que j'ai bu de ma vie en vin de basse. Pourquoi? Très acide? En fait, c'est le seul vin que j'ai goûté de ma vie qui a de l'âpreté, mais de la vraie âpreté. C'est un caractère végétal âpre qui est insupportable, je trouve. J'ai rarement été aussi peu convaincu par l'intérêt d'un cépage que par le petit mélier, honnêtement. Hein. Sachant qu'il y a un faux petit mélier qui circule en Champagne qui est de l'Altesse. Donc les bons petits méliers que vous avez peut-être dégustés, c'était sans doute pas du vrai petit mélier. Voilà. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont goûté du petit mélier. Non, mais vous avez rien raté. Nature avec rien d'autre. Mais ça vaut la peine de le dire aussi. Il y a un travail incroyable qui se fait en Champagne, qui est justement au niveau de l'assemblage dont parlait Frédéric. Les œnologues, quand ils se rencontrent, ils dégustent les vins de base, hein? Donc le vin les raisins qui sont transformés en vin blanc. Avant la prise de mousse, évidemment, et de goûter ces vins-là, c'est un exercice extrêmement difficile parce que ce sont des vins où on recherche justement des acidités très, très élevées. Bah, en fait, on les recherche pas, elles sont là naturellement. Ouais. Ce qui est intéressant dans la dégustation des vins de base, tu en as déjà fait, non, j'imagine, ouais. C'est effectivement que les vins sont pas très causants. Hein. D'abord, ils sont pas clarifiés souvent. Ils sont très acides, ils sont jeunes, ils sont durs. Donc, on les déguste pas pour ce qu'ils sont, mais on les déguste pour ce qu'ils seront. Ça, c'est une grande différence dans la façon dont on aborde les vins en Champagne. C'est que les vins de l'année de cette année, ça m'intéresse pas de savoir trop comment ils sont aujourd'hui. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment ils seront demain et après-demain. Et c'est sur ces caractères principalement
qu'on les assemble, qu'on va les trier, qu'on va les assembler entre eux parce qu'on va se projeter dans le temps. C'est vraiment une façon un peu différente d'aborder la dégustation, peut-être par rapport à d'autres régions. C'est que c'est pas aujourd'hui qui compte, c'est demain et après-demain. Ouais. Ça, les gens ne réalisent pas toujours, mais c'est un art incroyable parce que justement, d'avoir cette capacité-là à projeter ce que le vin va devenir, assembler et dans le temps, je crois que ça se fait. Bon, il y a sûrement du talent aussi, mais c'est l'expérience d'avoir goûté pendant des années et des années, de voir comment ces vins-là évoluent. En quelques mots sur le Alors oui, blanc de blanc. je voulais peut-être vous parler des deux vins. Donc je ne sais pas si vous avez vu, donc ils sont clairement tous les deux sur le fruit. Avec sur le R peut-être un côté fruit plus blanc, un côté pomme, un côté poire, les fruits du verger, quelques légères notes un peu biscuitées. C'est pas ce qu'on recherche le plus, mais ça vient naturellement avec les cépages et avec le vieillissement. Et puis sur le blanc de blanc, on est sur un univers plus citronné, plus agrumes, un peu fruits exotiques, des épices vertes. C'est un côté un peu plus éclatant au nez et peut-être en bouche également une différence parce qu'on a à la fois ce côté très frais du chardonnay, mais en même temps, je trouve qu'on a réussi chez Ruinart à faire un chardonnay, un blanc de blanc, qui a un côté assez soyeux, avec une attaque assez crémeuse. On n'est pas que dans le côté tranchant du chardonnay. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire depuis le début, avoir un blanc de blanc qui se goûte assez bien par lui-même, quoi. Alors, le secret de ça, c'est d'utiliser une grande base de premier cru. On est à peu près à 80% de premier cru dans le blanc de blanc, à part égale entre la Côte des Blancs et la montagne de Reims, qui n'est pas la région la plus connue, mais il y a des très beaux chardonnays. Et puis 20% de crus différents, enfin de crus autres, ni grand cru ni premier cru, mais qui, eux, vont apporter soit des notes florales, soit des notes plus exotiques en bouche, et qui vont surtout aider à faire un vieillissement assez rapide et avoir ce côté charnu qu'on n'aurait pas sinon. Donc c'est vraiment un gros travail d'assemblage. Le blanc de blanc, c'est peut-être le plus compliqué de tous les assemblages à faire, parce qu'on ne fait pas un chardonnay normal pour la Champagne. Et souvent, moi, c'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, c'est de me dire votre blanc de blanc, il se goûte pas comme un blanc de blanc. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc voilà, quand on me dit ça, je dis bah ouais, on a réussi à. C'est bien que ça soit perçu comme ça. Et là, vous avez dit les chardonnays proviennent essentiellement de la Côte des Blancs? Non, à 40% de la Côte des Blancs, sur des premiers crus comme Vertu, comme Bergère-les-Vertus, Villeneuve, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu de Cuit. Enfin voilà, il y a quelques premiers crus. J'ai cru comprendre que vous prenez les chardonnays aussi sur la Côte des Blancs, mais aussi assez au nord de la montagne de Reims. Donc qu'est-ce qui les différencie? Alors sur la montagne de Reims, ils sont souvent, ça dépend de quel secteur, mais ils sont souvent plus agrumes, un peu plus tranchants, peut-être un peu moins de finesse, et en même temps un peu plus de poids aussi. Et c'est vraiment intéressant pour l'assemblage, ce côté un peu plus corpulent, on va dire, pour un chardonnay. Et ça nous aide à avoir ce style également. Et donc vous travaillez en général toujours avec les deux? Exactement, oui. Ouais, okay. Ça fait partie de la recette. De vos 17 hectares, est-ce qu'ils sont où? Ils sont beaucoup dans la montagne de Reims. On est Ruinart, on est à Reims. C'est la grande ville. Enfin, la grande ville. C'est la petite ville de la Champagne, mais c'est quand même la capitale. Avec même si Épernay se targue d'être, ils sont encore plus petits que nous. Et Reims, en fait, Épernay est presque idéalement placé entre la montagne de Reims et la Côte des Blancs. Reims est plutôt au nord de la montagne de Reims. Et quand on regarde la carte. Si on cherche les grands crus, il faut aller sur le nord de la montagne de Reims, du côté de Sillery. En fait, la première étiquette qu'on ait jamais faite, le premier vin qu'on ait jamais vendu avec une étiquette, il s'appelait même pas Champagne. C'était en 1812 ou 13, je crois, et ça s'appelait Sillery Mousseux. De la même façon que les premiers vins que commercialisaient les maisons du côté d'Épernay ne s'appelaient pas Champagne non plus. Ça s'appelait, souvent, c'était le grand cru, c'était Ailly pour eux, Ailly Mousseux. Ouais. Voilà. Et donc, c'était les noms des villages qui primaient avant le nom de Champagne. Champagne, c'est venu un tout petit peu plus tard. C'est venu rapidement, mais un tout petit peu plus tard. Ouais, donc, le blanc de blanc. La base du millésime, vous disiez sur 2011 le également sur le blanc de blanc. Ouais. Sur le blanc Alors, de blanc. Juste une remarque sur le blanc de blanc. C'est un vin qui est présenté dans un flacon. Vous avez peut-être vu les photos, qui est assez magnifique dans ce flacon transparent. Les flacons Ruinart, ils ont un défaut, c'est qu'ils se rangent très mal. Alors, je sais que les cavistes et les particuliers donc il faut les boire. Ça tient pas dans les rayons. J'ai le même problème à la maison, mais j'ai aussi le problème en cave, c'est-à-dire qu'ils se rangent mal, ça s'empile pas bien. Il faut des caisses spéciales. Il a fallu changer toutes les machines, donc c'est un peu une punition des fois pour travailler les bouteilles, mais
c'est vrai que le flacon, en plus, qui est historique, est assez exceptionnel. Le blanc de blanc, il a en plus comment dirais-je, il a en plus un truc en plus, c'est qu'il est en flacon transparent, ce qui fait que le vin est très sensible à la lumière. Donc si jamais vous avez des flacons de blanc chez vous, ne les stockez surtout pas à la lumière artificielle ou même au soleil, encore plus, parce qu'en quelques heures, peut-être même moins, le vin va être altéré et va perdre son fruit. C'est ce qu'on appelle le goût de lumière. Et donc, il faut faire très attention. Le champagne est d'une manière générale très fragile au goût de lumière, le chardonnay encore plus. Donc, il faut faire attention à ces vins, il faut bien les protéger. On passe beaucoup de temps en cave, nous, à les protéger. Si jamais vous venez dans nos caves, vous avez peut-être vu les photos, c'est orange, les caves sont oranges, enfin, elles sont blanches, c'est de la craie. Mais les lumières, c'est une lumière au sodium qui émet dans une longueur d'onde spécifique qui n'interagit pas avec les composés du vin. Donc, c'est pas pour punir les gens qui travaillent en cave que de mettre des lumières oranges, c'est vraiment pour protéger les vins. Et donc, on fait très, très attention, nous, à cette protection vis-à-vis de la lumière. C'est important de le communiquer aussi, parce que c'est risqué. Oui, bien sûr. Ça peut... Et peut-être j'ai des bouteilles qui étaient conservées dans un frigo, il y avait un peu de lumière, et je trouve que le fruit n'est pas toujours aussi éclatant qu'il était, par exemple, hier soir, pour ceux qui étaient au cocktail. Alors, on passe au rosé, pendant que le Don Ruinart 2004 est servi. Le rosé, on a eu une découverte il y a 1 an à peu près, même 1 an exactement. On a la chance chez Ruinart d'avoir des archives assez exceptionnelles, hein, les premières archives de la maison. Elles ne sont pas toutes complètes, mais les archivistes travaillaient sur... on essayait de savoir dans quel pays, en tout cas à quelle date, on a commencé à expédier dans certains pays. Et donc, 2 historiennes se penchaient sur des livres qui sont très compliqués à lire. C'est vraiment écrit en vieux français, avec l'écriture est compliquée, l'orthographe est différente d'aujourd'hui. Et quand elles sont arrivées, enfin l'une d'entre elles, Isabelle, est arrivée à mars 1764, le 14 mars pour être précis. Elle lit la commande et c'était marqué « doit ou expédie en Allemagne au comte de au duc de Mecklembourg-Strelitz, donc c'est un comté en Allemagne, au nord de l'Allemagne, un panier de 120 bouteilles, c'était pas des caisses de 6, hein, un panier de 120 bouteilles, dont 60 bouteilles de mousseux œil de perdrix, récolte 62. Et à notre connaissance, c'est la première trace de rosé dans l'histoire de la Champagne. Alors ça s'appelait pas rosé, le nom rosé est venu plus tard, ça s'appelait œil de perdrix, mais si vous voyez à quoi ça ressemble une perdrix après la chasse, ça a ce côté un peu tuilé, rosé, cuivré. C'est pas forcément la couleur de celui qu'on a dans le verre, mais ça serait peut-être plutôt la couleur du Don Ruinart rosé qu'on aura à la fin. Mais en tout cas, il y avait vraiment une recherche de la couleur pour satisfaire une clientèle qui voulait goûter des champagnes avec une couleur différente. Donc quand on dit que le rosé c'est un phénomène de mode, je dis oui, c'est vrai. C'est une mode qui a 250 ans, mais c'est un phénomène de mode. Alors sur le rosé, on utilise maintenant chez Ruinart la technique d'assemblage, qui est quand même la technique prévalente en Champagne. Hein. La plupart des rosés sont élaborés par cette technique où on élabore un vin rouge à partir de raisins pinot noir au meunier. Nous, c'est du pinot noir en premier cru, auquel qu'on va ajouter une base blanche pour avoir cette couleur. C'est vraiment la technique principale qui a été développée à partir des années 1820, on va dire. Il est un peu discret au nez. Il a une structure étonnante en bouche. C'est vraiment moi ce que j'appellerais un rosé de gastronomie. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites au niveau de la vinification des rouges qui apporte plus de structure au vin? Alors, structure, je ne sais pas si c'est le terme. Je trouve on fait une vinification en rouge de pinot noir premier cru, assez courte en fait. Ce qui m'intéresse d'extraire dans le rouge pour ce vin, c'est pas les tanins, parce que les tanins donneraient une structure un peu trop tannique, un peu trop agressive. Et donc, on va au contraire faire presque une vinification à la beaujolaise, en extrayant très peu sur les premiers jours, pendant qu'il n'y a pas beaucoup d'alcool, à des températures modérées. On extrait plutôt des anthocyanes, donc et puis des composés aromatiques. Pas mal de couleurs, mais une couleur qui ne tient pas longtemps, ou trop longtemps dans le temps. Donc c'est le pinot noir qu'on vinifie en rouge pour assembler ici. Il ressemble presque plus à un gamay qu'à un pinot noir, en fait. Si vous le dégustiez jeune, comme il est aujourd'hui, vous seriez, je pense, perdu ça à l'aveugle. Là, je pense que pour le coup, Véronique, je vous aurais. Je sais que c'est pas facile, mais là, j'ai peut-être une petite chance. Et du coup, on va utiliser un pourcentage élevé parce que ce rouge est léger. Il faut monter à presque 20% pour avoir cette couleur et ce goût. Et c'est vrai que ça ressort sur des arômes, pas seulement de fruits rouges. Moi, je trouve qu'on a des notes un peu exotiques, comme des notes de litchi,
des notes de goyave, des notes de grenade, des notes de rose également. On n'est pas que sur cet univers framboise, cerise, groseille dont on entend tout le temps parler. Il y a autre chose en plus qui donne une belle complexité, puis un côté un peu mentholé, frais en bouche, qui est assez original également. Et je pense que ça vient de la vinification en rouge et des 45% de chardonnay. Ça, si c'est la signature du rosé maison, 45% de chardonnay, ce qui est énorme dans un rosé non millésimé. Moi, j'aime vraiment la présence en bouche, encore une fois. On pourrait vraiment s'amuser avec ça à table. On en parlait tout à l'heure, on n'arrête pas de parler de l'apéritif quand on parle de champagne. Hein. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent, je suis une fan finie de champagne et je regrette toujours qu'on ait tendance à le confiner à l'apéro, alors que pour moi, ça reste un des plus grands vins gastronomiques qui soit. Hein, on parle vous parlez du style que vous cherchez à faire, puis que c'est pas compliqué, hein, le meilleur vin, on le sait, c'est celui où on a envie d'un deuxième verre. C'est ça c'est bien dit. Un goût de trop peu, on dit. Pardon? Un goût de trop peu. Un goût de trop peu, ouais. Mais ça, à table, vraiment, puis faut pas... on peut servir un rosé comme ça. En tout cas, moi, il y a la présence en bouche. On pourrait servir ça sur un magret de canard, aux petits fruits rouges. Voilà. Ça, effectivement, j'aime bien aussi sur ces vins-là associer de la couleur. Donc, à faire un tartare de saumon, un tartare de thon, effectivement des viandes cuites à basse température. L'ennemi du champagne, un des ennemis du champagne, c'est les fibres. Quand il faut faire des accords mets-vins. Donc pensez-y, si vous défibrez les choses, et donc dans la viande, ça implique souvent de faire une cuisson basse température. Du coup, si on arrive à faire ça, on peut se permettre de servir de champagne même sur des viandes rouges. Mais à partir du moment où on a des fibres assez... Voilà, le côté fibreux, il faut mettre des vins rouges parce que les tanins vont permettre une association beaucoup plus intéressante. Mais ce n'est pas le cas du tout sur ces vins-là. Il faut aller chercher. Vous connaissez une recette magnifique sur le rosé? Je ne sais pas s'il y a des Italiens dans la salle. Enfin, il y en a au moins qui viennent chez Ornellaia. C'est le vitello tonato, qui est un thon cuit, un veau très finement coupé, souvent cuit d'ailleurs au bouillon, donc où on respecte le côté un peu tendre ou crémeux de la viande, avec une base d'une sauce au thon, et c'est une tuerie. Voilà. Vous avez faim là, non? Il commence à être ça commence, hein? Ça donne envie. Avant que je parle du Don Ruinart, il y a un autre point qui me fait particulièrement plaisir aujourd'hui, c'est que vous êtes tous assis. Et nous aussi. Et en fait, quand on y pense, c'est pas la façon la plus fréquente pour déguster le champagne, malheureusement. Je pense que 90% des bouteilles de champagne sont dégustées quand les gens sont debout, sans faire attention. Alors, on a eu l'exemple hier, mais hier, vous faisiez, pour ceux qui étaient présents au cocktail, les gens faisaient bien attention, enfin, peut-être moins après 6 flûtes, mais souvent, quand on est debout, on discute. Les Français fument en plus, donc voilà, on pourrait avoir n'importe quoi dans le verre, on s'en rendrait pas compte. Alors que quand on est assis, en plus on sert on n'a pas servi volontairement dans des flûtes étroites, mais de plus en plus on sert le champagne dans des verres parce qu'on considère que c'est un vin. On va aller au-delà de l'aspect festif, de l'aspect bulle, pour rentrer dans l'univers du vin, du champagne. Et à table, on peut faire la même chose. Donc ça, moi, c'est vraiment un combat qu'on essaye de mener, et les sommeliers nous aident beaucoup sur ce travail. De montrer qu'il n'y a pas que les bulles dans la fête, enfin, où il n'y a pas que les bulles dans le champagne, mais il y a aussi une partie vin qui est vraiment intéressante. Et le fait de prendre le temps d'avoir les vins comme ça qui sont servis, de les laisser monter en température, de les associer à des mets, ça donne une dimension beaucoup plus intéressante. Parce que le grand avantage aussi de les déguster assis et de les avoir là devant nous, c'est je vous encourage à toujours retourner au premier, au deuxième, de les voir évoluer, hein, comment ils changent dans le verre. S'il en reste. Alors, on passe sur Don Ruinart 2004, qui est le millésime qui est sorti récemment de nos caves. Alors, donc, Don Ruinart, c'est évidemment, comment dirais-je, un hommage qu'on rend au moine qui nous a inspirés. Premier millésime, j'en profite parce que là, vous êtes beaucoup, donc ça m'intéresse vraiment ce que je vais dire. Enfin, ça va vous intéresser. J'essaye depuis 7 ans de retrouver le premier millésime du Don Ruinart, qui était un 59. Sachez qu'on n'a plus une seule bouteille en cave de ce millésime. Et donc, partout où je vais dans le monde, à chaque fois, je dis, si jamais vous trouvez une bouteille de Don Ruinart 59, pleine, je vous invite, mais vraiment gracieusement, alors là, pour le coup, je vous paierai le billet d'avion pour venir nous voir, et je vous promets que je vous donnerai une expérience en Champagne que vous n'oublierez jamais de votre vie. Donc, si jamais vous en trouvez une, écrivez-nous, dites-nous-le, et je ferai tout pour la récupérer, parce que pour moi, c'est une pièce d'histoire qui nous manque. Et j'ai le même problème avec Don Ruinart Rosé 66. Alors, si vous amenez les deux d'un coup, là, c'est première classe.
Je pense qu'on vient de commencer une chasse au trésor. Ça fait 7 ans que je cherche quand même. Hein. Donc 59, le premier millésime. Et depuis le début, donc Don Ruinart, c'est un blanc de blanc, donc un pur chardonnay, avec pour point de différence essentiel avec le blanc de blanc, le deuxième verre que vous avez dégusté, l'origine des raisins. Pour moi, l'origine des raisins, elle explique le vieillissement supplémentaire. Ici, sur Don Ruinart, on travaille uniquement avec des grands crus de chardonnay, et c'est ce qui nous oblige à avoir un vieillissement prolongé dans les caves, dans les crayères que vous avez vues tout à l'heure. Véronique, si je te dis grand cru de chardonnay, tu me réponds quoi? Tu veux la liste? Quelques noms qui viennent tout de suite là. Allez, grand cru de chardonnay. Avise, Cramant, évidemment, on pense à... Avise, Cramant, le Ménil, donc la Côte des Blancs. En fait, généralement, quand on pense à grand cru de chardonnay, on pense à la Côte des Blancs, mais voilà, tu as tout de suite changé ton fusil d'épaule, c'est normal. Aïe, Bouzy. C'est vrai que dans la Côte des Blancs, c'est le royaume du chardonnay. Et les noms comme... alors, les 5 plus connus sont du sud au nord, le Ménil, Auger, Cramant, Avise ou Chouilly. Il y a Wary qui compte sans compter parce que c'est vraiment à l'écart. Mais c'est pas là où on est. Ruinart est plus près de la montagne de Reims. Et quand on regarde le nord de la montagne de Reims, plus que le sud, il y a quelques jolis crus, notamment Puisieux ou Sillery, où il y a presque 50% de chardonnay. Donc c'est des crus où historiquement il y a eu des blancs en fait. Et nous, étant situés près de ces crus-là, c'est ce qu'on utilise aussi pour l'assemblage de Don Ruinart. Souvent sur Don Ruinart, on est donc sur un assemblage de grands crus de la Côte des Blancs et montagne de Reims. En 2004, c'est 69% et 31%. 69 Côte des Blancs, 31 montagne de Reims. En 98, qui vient de vous être servi, c'est 66 et 34. Donc ça peut varier d'un millésime à l'autre. Ça peut être 50-50, ça peut être 75-25. C'est toujours généralement plutôt de la Côte des Blancs parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus grand. Alors vous voyez que le vieillissement sur un vin qui a été au départ vinifié plutôt à l'abri de l'oxygène, ça donne pour moi ce que j'appelle le vrai toasté. Le grillé réduit qu'on a dans les grands blancs de Bourgogne, je trouve qu'on le retrouve bien sur ces deux vins, que ce soit 2004 ou 98. Avec un développement aromatique dans 98 qui se rapproche, qui donne des côtés un peu miel, un peu pain d'épices. Ici, on est presque autant en Bourgogne, dans les grands crus de Bourgogne blanc, et on en aura demain, je crois, qu'en Champagne, quoi. Sauf qu'il y a des bulles. Et le 2004 est encore très, très serré. C'est encore un grand avenir devant lui. Avec une bouche qui est, par rapport au blanc de blanc, hein, qui est à la fois plus large. Je dirais qu'il y a plus de couches, il y a plus d'épaisseur. Hein, c'est comme du cachemire, quoi. On sent qu'il y a de la matière. Et puis une grande longueur. Ça, les Don Ruinart, c'est des vins qui sont taillés, et je ne dis pas c'est des champagnes, d'ailleurs je dis c'est des vins, qui sont taillés pour la garde. J'ai eu la chance de déguster quelques bouteilles de 69, magnifiques, il ne nous en reste plus beaucoup, mais de temps en temps on en ouvre une. Je suis remonté jusqu'en 61, je cherche toujours la 59, et c'était des vins qui tenaient encore franchement la route, quoi. Donc c'est des champagnes qu'on peut acheter, garder derrière, dans une bonne cave évidemment, et qui peuvent se bonifier après le dégorgement. Et pour ça, revenir, voilà, pour le dosage, là c'est important. Ouais. Est-ce qu'on est sur les mêmes taux de dosage ici? Pas du tout. Ici, on est sur des dosages un peu plus faibles, parce qu'avec le vieillissement, il y a une certaine maturité en bouche, une certaine rondeur qui apparaît. Et du coup, on peut se permettre de doser un peu moins. On est sur 5,5 grammes sur le 2004 et 7,5 sur le 98. Et il y a des élevages parce que 2004, il a été dégorgé en juin 2013, mais mis en bouteille à peu près en juin 2005. Donc il est resté 8 ans en cave avec les levures. Et ça évolue, hein, bien évidemment. Et puis après, on essaye d'avoir 1 an de vieillissement après le dégorgement pour que la liqueur se fonde bien et qu'il y ait un développement aromatique harmonieux qui se passe. Quoi. Et c'est en général, c'est ça? 8, 9, 10 ans? Oui, c'est ça, ouais. 8, 9, 10 ans. Ouais. Ça va augmenter à l'avenir. On va essayer d'aller un peu plus loin. On a changé quelques petites choses en vinification. La plus importante, c'est que pour la deuxième fermentation en bouteille, celle qui donc permet de rendre le vin effervescent, on est passé des capsules au bouchon, au liège, parce qu'on s'est aperçu que sur des très longs vieillissements, au-delà de 15 ans, il y a une grosse différence qui se fait. Et donc, on est revenu un peu à la tradition. Alors, ça va nous obliger de tout refaire à la main, de A à Z, mais c'est des petites quantités. Don Ruinart, c'est 1,5% de notre production, 2% maximum. Donc, ça reste
ça reste jouable, j'ai envie de dire. Mais en même temps, ça me fait plaisir il faudra déguster chaque bouteille parce qu'on ne sait jamais. Non, voilà, il y a un côté assez sympa, quoi. Donc, ça y est, vous avez remplacé, vous n'utilisez plus du tout la capsule, c'est tout liège? Que pour les Don Ruinart. OK. Et c'est très long en Champagne. Hein. Quand on fait un essai comme ça, c'est un essai qu'on a démarré il y a 15 ans, enfin il y a 18 ans même. Et j'ai pris la décision il y a 3 ans, voilà, de changer pour de bon, quoi. Et c'est des vins qui sortiront le premier en 2021 ou 2022. Donc entre le moment où on a pris le temps, on a fait l'essai, le moment où le vin sort, il se passe 25 ans presque. On est sur des échelles de temps assez longues. Ruinart fêtera ses 300 ans en 2029. Pour la plupart d'entre vous, c'est pas tout de suite. Pour moi, c'est demain. Parce que évidemment, on va élaborer une cuvée digne de ce nom, qui va nous permettre de célébrer les 300 ans de la première maison de Champagne. Donc, vous imaginez bien que on n'a pas besoin de beaucoup d'excuses pour ouvrir des bouteilles, hein, mais là, pour le coup, on en aura une bonne. Et c'est un vin que j'espère mettre en bouteille dans les 2 ou 3 années qui viennent. J'attends la grande année. Et là, je vais faire un assemblage qui ira bien, je pense. Je ne vous dis pas ce que c'est. Et c'est un vin qu'on va dégorger en 2028 et vendre en 2029. Donc 2028, si je veux qu'il y ait 12 ans de vieillissement, il faut le faire en 2016. C'est-à-dire qu'idéalement, c'est l'année prochaine pour moi. Ça paraît loin, hein. Quand j'ai dit ça à mon patron, il me dit mais à quoi tu penses? Et j'ai dit bah oui, regarde, c'est demain, quoi, pour faut voir loin, il faut voir grand. Les millésimes se comparent comment? Parce qu'évidemment, il y a plusieurs années d'écart entre les deux, mais entre le 2004 et le 2008, le 2004 et le 98, il y a quand même ce côté un peu plus évolué, plus brioché, presque noix de coco. C'est aussi l'année qui veut ça, hein. 98, c'est une année un peu plus chaude, un peu plus riche. 2004, c'est une année assez fort rendement en blanc, mais très pure, assez saine en fait. Et des vins qui sont assez soyeux, un peu comme de la dentelle, mais de la dentelle qui serait ferme. 98, c'est plus le cachemire, c'est plus, comme tu dis, c'est plus riche, plus opulent. Ça reflète aussi le fait que l'année était un peu plus chaude, et je trouve que ça se sent bien, quoi. Mais on peut aimer les deux, hein. Enfin, moi, je ferais bien le premier plat sur le 2004, ce qu'on fera demain soir d'ailleurs. Je crois, parce que ça sera servi sur un foie gras au torchon avec un nem de langoustine. Ça devrait pas être mal. Et le 98, on pourrait le mettre sur une poularde pochée, par exemple, avec une petite sauce crémée, un peu de champignons. On peut aller sur un... Vous allez vraiment avoir faim, là, je pense, là. J'arrête pas de retourner au 2004 parce qu'au début, je le trouve un peu réservé, mais je trouve qu'il s'ouvre beaucoup, qu'il y a un côté agrumes, mais des agrumes sucrés, presque de la clémentine, du kumquat, un côté agrumes exotique en même temps. Mais c'est vraiment agréable d'aller voir évoluer comme ça dans le verre. Hein. J'ai une espèce pas de puissance retenue, mais il y a quelque chose de retenu qui demande du temps pour s'exprimer. C'est encore jeune. Voilà, ouais. C'est pour ça que c'est sorti des caves seulement il y a quelques mois. Et c'est vrai que si on pouvait lui donner 1 ou 2 ans de plus, on gagnerait beaucoup en complexité. Je pense que c'est un vin qui a un très très beau potentiel. Voilà. J'en parle très librement parce que j'ai fait aucun des 3 millésimes que vous dégustez là. Moi, je suis arrivé en 2007, donc toute critique, ça me passera comme ça là. Non, je plaisante, mais c'est vrai que je les ai pas vinifiés. Mon premier millésime, c'est 2007 et ça ne sortira pas avant 2017. Voilà, j'espère revenir avant cette date à Montréal, mais voilà, ça illustre le fait qu'on prend un bâton et on prend un relais et qu'on le transmet parce que la personne qui sera après moi, elle parlera des vins pendant quelques années qu'elle n'aura pas fait non plus. Donc c'est intéressant. Il y a un tout petit côté rancio aussi qui se pointe sur le 98. Ça veut rien dire par rapport à la gamme. Non, je pense que... Autant qu'il lui reste encore. Je dirais pas rancio parce que j'ai plus un côté fruit sec, brioche. Un peu, pour moi, c'est pain d'épices, quoi. Ce côté un peu généreux. Donc c'est loin d'être basculé. Hein. Ça montre simplement un surcroît de maturité. On n'est pas au plateau encore. Hein. Ça va encore monter avant d'être sur ce plateau et après ça va stagner pendant pas mal d'années. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution. C'est comme de la noix verte, là, un peu. Pas, ouais. Je vais pas être. Mais c'est fascinant la différence entre les deux. On termine avec le Don Ruinart Rosé 2002. Une autre qu'on est choyé avec les millésimes ce matin. Joli. 2002, c'est peut-être considéré comme un des plus beaux millésimes de ces dernières années, même
je trouve que les champenois sont un peu trop spécialistes à déclarer un millésime du siècle tous les ans. Pas que les champenois. Bref, je ne dirai rien, pas de commentaire. Mais 2002, c'est vrai que c'est une année, c'est presque une année trop facile. Vous savez, en tant qu'œnologue, en tant que chef de cave, on apprend moins dans les années faciles que dans les années difficiles. À la limite, des fois, c'est presque plus intéressant de ne pas millésimer, parce qu'il aura fallu se battre sur l'année, comprendre, arriver à faire des choses, de se remettre en cause. Alors, 2002, il n'y avait vraiment pas à se remettre en cause. C'est une année qui était comme sur des roulettes, comme sur des rails. Il manquait rien, il n'y a rien en excès, mais il manque rien. C'est vraiment une année complète. C'est une année de rêve, quoi. C'est l'année où a terminé Jean-François Barrault, qui était le chef de cave à l'époque. C'était sa dernière année. Et je dis toujours, si je pouvais terminer ma carrière sur un millésime comme ça, je partirais la conscience tranquille. Mais bon, voilà, c'est la nature qui nous l'offre ou pas. Don Ruinart Rosé, c'est un rosé tout à fait spécial. C'est aussi un rosé d'assemblage. Mais là, il n'y a pas le choix, j'ai envie de dire. Parce que la base du Don Ruinart Rosé, c'est la base du Don Ruinart Blanc. C'est-à-dire que c'est un rosé qui est basé sur du chardonnay à 80%. Il y a 80% de chardonnay dans ce rosé, ce qui est exceptionnel dans les cuvées de prestige. Je pense que c'est la seule cuvée de prestige rosé qui est comme ça. Et donc 20% de vin rouge, pour le coup, de grand cru, et vinifié un peu plus à la bourguignonne que ce dont j'ai parlé pour le rosé non millésimé. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'extraction, on va chercher un peu plus de couleur, un peu plus de tanins. Mais là, les tanins, ils vont se fondre avec le temps. Et ça va donner aussi une résistance au vieillissement que n'a pas, par exemple, le Ruinart Rosé non millésimé. Puis tout grand cru, le chardonnay et le Tout pinot grand cru. noir. Et les pinots noirs, est-ce qu'ils sont aussi plutôt du côté de Reims? Alors généralement, c'est Verzenay-Sillery. Ok. Ça peut changer, mais généralement, c'est Verzenay-Sillery. Vous voyez qu'au niveau de la couleur, il y a une évolution qui est assez incroyable. Hein. On est sur des nuances qui sont plus cuivrées, orangées, un peu corail, par rapport à l'autre qui était un peu plus rosé vif, on va dire. Et ça, c'est vraiment un reflet de l'évolution dans le temps. Et au nez, pour le coup, on prend des notes. Je trouve que quand le vin est jeune comme là, parce que 2002, ça a peut-être 13 ans, enfin non, 12 ans, mais c'est encore jeune, on a des notes un peu pot pourri. Je ne sais pas si tu sens le côté un peu rose fané, pivoine séchée, avec des épices douces. Derrière, il y a un côté également agrumes confit, un peu comme de l'orange confite ou du pamplemousse confit, qui amène une belle fraîcheur. Et puis derrière aussi des fruits au sirop. Mais c'est pas tout en fruits. Il y a ce côté, Non, il y a beaucoup épices de en plus. non-fruits du pinot noir. Hein? Le côté justement un peu floral, un peu pot pourri, un peu épice, même un tout petit peu sous-bois, mais je suppose que ça va se développer avec le temps. Alors je suis désolé de vous avouer, mais mercredi soir, j'ai fait un dîner à Paris et le chef a amené au dernier moment un plat. C'était un dîner avec des invités. Amis de la maison, le chef la veille me dit je vais vous faire une belle surprise, c'est que j'ai amené un plat qui est ma spécialité, qui est des macaronis. On a un dur métier, hein. Macaronis farcis au foie gras et à la truffe. Voilà. Vous voyez, il faut garder la ligne quand même. Hein. Et j'ai dit super. Sauf que j'ai dit mais qu'est-ce que je vais servir là-dessus en fait. Il fallait tout faire au rosé en plus. Le thème de la soirée c'était rosé. Et je suis allé chercher en cave des Don Ruinart Rosé 85. On en a encore quelques bouteilles. Et c'était, comme tu viens de dire, le côté sous-bois, ça partait sur des notes de truffe. Ça a fait un accord incroyable. Alors, c'est pas des rosés faciles à boire parce qu'on est sur des univers aromatiques un peu déroutants. Donc, c'est moins facile d'aspect, mais les gens qui étaient dans la soirée connaissaient et ils ont vraiment adoré. Donc, ça, vous voyez, la 85, ça fait bientôt 30 ans, donc c'est vraiment des vins qui ont des capacités à vieillir assez incroyables, quoi. Mais en le goûtant, lui, on le sent encore une fois, lui aussi, comme le rosé tout à l'heure, c'est encore fermé, c'est encore jeune, mais j'aime bien l'idée des macaronis, mais tout de suite, j'ai pensé, parce qu'encore une fois, il y a cette structure qui me surprend. J'étais moins familière avec les rosés de la maison. Il y a une présence en bouche, ça sur du petit gibier à plumes. Une perdrix, par exemple. Hein? L'œil de perdrix sur la perdrix. Alors, je ne sais pas, je vous regardais, donc je n'ai pas trop vu ce qui défilait, mais j'avais prévu un petit diaporama avec des photos. Donc, Ruinart a une histoire assez ancienne. Je ne sais pas si vous avez vu les photos des vignes. Vous avez vu qu'on a de la neige. Alors, moins qu'ici, mais on a de temps en temps de la neige. On n'a pas eu l'année dernière, j'espère qu'on en aura cette année. Et puis, vous avez vu les photos des crayères. On a chez Ruinart les plus anciennes crayères de la Champagne et même les seules qui sont classées en tant que... Alors, c'est pas un monument historique parce que monument, ça doit être au-dessus de la terre. Donc, je ne sais plus comment c'est classé, mais ça correspond à monument historique.
On espère que l'année prochaine, on sera classé à l'UNESCO. On devrait rejoindre le patrimoine mondial de l'humanité. Et le secteur des crayères de Reims, le secteur de la butte Saint-Nicaise, fera partie vraiment de cet atout, de cet attribut. Alors, maintenant que vous avez fait la gamme, j'ai envie de dire, vous faites partie de la famille. Vous avez dégusté les 6 vins sans beaucoup cracher, ce qui est plutôt bien. Vous faites partie de la famille Ruinart, et donc en tant que tel, j'ai envie de dire, vous êtes invités à venir nous rendre visite un jour. Alors peut-être pas tous à la fois, parce que les crayères sont grandes, mais je ne sais pas si on peut accueillir presque 300 personnes d'un coup. Parce que c'est bien de déguster ici, mais quand on déguste à la source, et voir ces crayères qui vont sous terre jusqu'à 38 mètres, creusées pour certaines il y a presque 2000 ans, pour la plupart plutôt au Moyen-Âge, dans la craie très pure, très blanche. Il y a 8 km de crayères. Donc c'est quoi? C'est la distance de Laval à Mont-Royal à peu près ici. Hein. Alors mesdames, ne venez pas en Louboutin pour faire votre... Vous aurez mal aux pieds, hein. Voilà. Habillez-vous chaudement parce qu'il fait 10 degrés été comme hiver. C'est très surprenant parce qu'au milieu de l'hiver, quand il fait moins 10 chez nous, d'accord, c'est pas très froid pour vous, mais pour nous c'est froid. Quand on rentre dans la cave, on est au chaud et inversement, l'été, ça bouge pas. Il fait 30 degrés dehors et il fait toujours 10 degrés en cave. Donc c'est des conditions qui sont évidemment idéales pour la conservation des vins. Et c'est en plus très très joli. Donc j'espère que vous aurez l'occasion. J'imagine qu'il y en a qui sont peut-être déjà venus nous rendre visite. Il faut nous demander à l'avance parce qu'on fait des petits groupes. On aime bien faire les choses plutôt de manière intime et de manière assez perfectionniste chez Ruinart. Donc prévenez-nous à l'avance et puis on se fera un plaisir de vous accueillir pour vous montrer nos crayères. Et puis déguster un petit peu de... Peut-être pas des Dom Ruinart Rosé 85, mais on a toujours des bonnes bouteilles. J'allais dire histoire que les macaronis au foie gras soient prêts. C'est très gentil. Je pense que M. Frédéric nous a adoptés. Il vous considère tout de suite partie de la famille. C'était drôle. Juste avant que la dégustation commence, on était à l'extérieur et il voyait plein de gens passer avec la cocarde, avec le truc Ruinart. Puis il s'est dit, bon, ça y est, on a embauché un paquet de nouveaux employés chez Ruinart que je connais pas. Alors, vous pouvez tous aller chez Ruinart avec votre petite cocarde et puis dire, moi, je suis nouvelle employée. Ça sera votre ticket d'entrée, donc gardez-le précieusement. Ben voilà, ça conclut en beauté cette première dégustation de Montréal Passion Vin. Merci Véronique. Merci Frédéric. Merci énormément à Frédéric et à la Maison Ruinart de leur générosité de soutenir une bonne cause ici, de nous permettre de partager leur passion et de découvrir leurs magnifiques produits. Merci encore à Fidelity Investments, partenaire de cette dégustation. Et bon week-end de dégustation à vous tous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Ouais. Ah oui. On aurait le temps pour des questions? Une ou deux? Oui, madame, tout au fond. Alors, donc je répète la question pour que tout le monde l'entende, c'est comment on peut évaluer la garde des non millésimés. Alors, ça va dépendre de chaque maison en fait. Chaque maison a une philosophie différente par rapport au vin qu'elle élabore. Chez nous, je vais répondre pour Ruinart, on est sur des vins qui sont sur la fraîcheur aromatique et en tant que tel, je ne conseille pas de les garder très longtemps. Je ne dis pas ça du tout pour pousser à la vente. Hein. Ce n'est pas l'idée de dire achetez-en une demain, buvez-la après-demain et rachetez-en une autre la semaine prochaine. Ce n'est pas ça du tout mon propos. C'est qu'on élabore des vins qui sont sur cette fraîcheur aromatique. Ils vont la garder peut-être 2 ans, 3 ans en bouteille, peut-être 5 ans sur des magnums. Donc c'est un peu les durées maximales que je conseille en consommation. Je ne dis pas que ça sera mauvais après, mais ça va clairement changer le profil aromatique et on va perdre sans finalement gagner autant que ce qu'on a sur les millésimes. Parce que vous avez bien compris qu'on ne met pas la même chose là et là. Ça, c'est taillé pour garder, enfin pour être gardé et pour vieillir. Ça, c'est pas taillé pour être gardé si longtemps. Donc chez nous, 2-3 ans, je dirais. Mais on va prendre Krug, qui sont des cousins. Moi, j'ai encore chez eux des vins non millésimés qui ont plus de 10 ans de cave. Et c'est magnifique. Donc il n'y a pas de réponse universelle, ça dépend vraiment de la maison. Autre question ? Oui. J'ai toujours pensé que l'appréciation d'un champagne venait beaucoup, en fait, je jouais beaucoup
Alors, donc, la question c'est sur comment on déguste pour incorporer l'effervescence, c'est ça? Pour l'apprécier, alors, il faut savoir que quand on élabore les vins, nous, quand on travaille sur l'assemblage, il n'y a pas d'effervescence. Les vins, ils sont tranquilles, enfin tranquilles. Ils sont sans gaz. C'est nous qui sommes tranquilles. Et donc, il faut imaginer, ce qui n'est pas forcément facile hein, quand on déguste des vins de base, il faut imaginer comment l'effervescence va les changer. Il y a un truc une chose qui est assez remarquable, c'est que l'effervescence va tout exacerber, va tout exagérer. Donc le moindre petit, parfois, défaut ou élément aromatique, et là je pense au bois en particulier. Je trouve que c'est un peu la mode en Champagne de boiser ses champagnes. Mais souvent, quand on déguste le vin, si on sent le bois au départ, à la fin, ça va être une infusion de chêne. C'est un peu le défaut qu'on voit aujourd'hui dans certaines cuvées. Je trouve que ça sent, il n'y a plus que le bois, quoi. Et donc, il faut être très mesuré si on veut faire quelque chose d'équilibré. Il faut être très très mesuré au départ parce que l'effervescence sur le plan aromatique va exacerber. Après, en bouche, on ne peut pas jouer tant que ça sur l'effervescence. Alors si, avec la quantité de sucre qu'on ajoute pour la pression, on peut jouer un peu sur la pression, mais pas beaucoup. Et le temps va également jouer sur l'intensité de l'effervescence. Et après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'enrobage. Je trouve que l'enrobage du vin, ce gras, ce charnu, c'est comme si vous dégustez des vins tout à l'heure, on va déguster des rouges assez exceptionnels. On peut avoir des vins qui soient puissants, tanniques, mais pour autant où les tanins sont hyper soyeux, hyper fondus, parce que le vin a la matière suffisante pour enrober ses tanins. Sur les vins de Chapoutier, c'est remarquable sur les rouges, qui sont des monstres. Mais c'est tellement fondu qu'on les boit avec plaisir. Et ben, c'est un peu un travail qu'on fait de la même façon, nous, sur l'effervescence, en travaillant au départ sur la base. Voilà. Je pense que la question, en fait, c'était très intéressant d'entendre ça, mais c'était juste entre le moment où on débouche la bouteille, on le sert et on le boit. Oui. Il y a beaucoup plus de pétillant. Alors, je vous renvoie à Internet, ou plutôt à la librairie Amazon ou ce que vous voulez. Il y a un livre qui a été écrit par Gérard Ligier-Belair sur l'effervescence, qui répondra de manière plus que vous le voulez, sans doute, même à cette question. Parce qu'effectivement, dans le verre, l'effervescence va beaucoup jouer et va perdre. Mais c'est que de la physique et de la chimie. C'est assez intéressant quand même, mais c'est vrai que plus on attend, moins il y a d'effervescence. Et je suis désolée, je dois vous arrêter là. Oui. Merci beaucoup encore.